C'est toujours cool d'apprendre de nouvelles choses et encore plus quand c'est de l'histoire. Alors voici 17 folles anecdotes d'histoire plus ou moins connues que tu n'apprendras sûrement nulle part ailleurs. Et comme c'est la saison des frissons et de la peur, on se retrouve aujourd'hui avec un spécial Halloween. Dis-moi dans les commentaires combien tu en connaissais. Le fantôme des Tuileries. Lorsque Catherine de Médicis décide de construire un nouveau palais sur les bords de la Seine, non loin du château du Louvre, elle doit raser un petit abattoir. Le propriétaire, Jean l'Écorcheur, refuse de vendre et de quitter le lieu. Il menace même la régente de révéler quelques secrets inavouables. Car selon la légende, il rendait quelques services à la famille royale en cachant quelques corps. Pour s'en débarrasser, la reine ordonne son assassinat. Sauf que très vite, un fantôme vêtu de rouge aurait réapparu et entrait le chantier puis le château des Tuileries en annonçant avec lui de mauvais présages. Il aurait annoncé la mort de Catherine de Médicis et la fin des Valois. Henri IV l'aurait vu la veille de sa mort en 1610. Aussi, Marie-Antoinette l'aurait aperçu plusieurs fois lorsqu'elle résidait aux Tuileries avant de se faire emprisonner en 1792. Mais ce n'est pas tout. Il aurait aussi rendu visite à Napoléon, à Louis XVIII ou encore à l'impératrice Eugénie. Quoi qu'il en soit, le fantôme aurait été vu une dernière fois durant l'incendie des Tuileries, dansant au milieu des flammes avant de disparaître. Légende ou réalité historique, dans tous les cas, les témoignages sont là. Le roi qui transpirait du sang. Le roi Charles IX voit son règne marqué par les guerres de religion, mais surtout par le massacre de la Saint-Barthélemy, où plusieurs dizaines de milliers de protestants sont massacrés dans toute la France, fin août 1572. De nature anxieuse, le roi devient de plus en plus angoissé et ses crises sont ultra violentes. Il aura même des hallucinations où il voit des fantômes, il entend les cris et les râles des personnes assassinées et il fait des cauchemars où les morts le poursuivent. Il cherche à s'épuiser pour parvenir à dormir. À la fin de sa vie, ses cris sont si fortes que Charles IX transpire du sang. En réalité, le roi est atteint d'hématidrose. C'est une maladie rare où l'on sécrète du sang par les pores de la peau face à un stress ultra intense. On raconte à l'époque que ces saignements sont dus au sang de ses victimes, terrifiant encore plus le roi. Finalement, Charles IX meurt le 30 mai 1574 à seulement 23 ans, achevé par la tuberculose. La serial killeuse bretonne. Hélène Gégado est une célèbre tueuse en série bretonne qui aurait empoisonné ses victimes pendant plus de 18 ans. On estime qu'elle aurait tué entre 30 à 80 personnes au cours de sa vie. Elle parvenait à approcher ses victimes en devenant leur domestique, puis elle leur empoisonnait leur repas avec de l'arsenic. Hélène a longtemps éveillé aucun soupçon car les épidémies tuaient énormément en Bretagne et les symptômes des personnes empoisonnées ressemblaient beaucoup à ceux du choléra. Mais en 1851, le nombre de morts et de malades d'une auberge commence à inquiéter. Des autopsies sur les victimes révèlent la présence de l'arsenic et on arrive à établir quelques liens. La tueuse bretonne est alors arrêtée et inculpée de seulement 5 meurtres et de 5 tentatives car on ne peut pas vraiment prouver les 32 autres. Mais la veille de sa mort, elle confessera avoir commis au moins le double, portant le chiffre à au moins 75 personnes. Hélène Gégado est guillotinée le 26 février 1852 à Rennes. La disparition du roi. On retourne durant la guerre des Deux Roses, une guerre civile qui oppose les York et les Plantagenets pour le trône d'Angleterre. Durant cette période, Henri VI de Lancastre et Édouard IV se font la guerre pour la couronne d'Angleterre. Au final, Henri VI meurt mystérieusement et Édouard IV reste roi jusqu'à sa mort en avril 1483. De là, son fils Édouard V lui succède sur le trône. Sauf que le petit Édouard est une cible facile, d'autant plus qu'il est seulement âgé de 12 ans. Son oncle Richard devient alors son Lord Protector et décide pour le protéger de l'enfermer dans la tour de Londres avec son petit frère, qui s'appelle d'ailleurs lui aussi Richard. D'une certaine manière, ça leur permet de patienter avant son couronnement prévu en juin 1483. Sauf que les enfants ne quitteront jamais la tour. Très vite, le Parlement déclare illégitime le mariage d'Édouard IV, faisant perdre la légitimité et le titre de ses enfants. Le Lord Protector devient alors le nouveau roi, sous le nom de Richard III. À partir de ce moment-là, les enfants disparaissent et on ne les revoit plus. Certaines chroniques de l'époque racontent qu'ils ont été étouffés durant leur sommeil, sous les ordres de leur oncle. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais 200 ans plus tard, en 1674, sous le règne de Charles II, un coffre renfermant des os d'enfants a été retrouvé derrière les fondations d'un escalier. Pendant longtemps, on a déclaré que ces os étaient bien ceux des 2 jeunes enfants d'Édouard IV, mais en étudiant les os bien plus tard, le doute persiste. Aujourd'hui encore, la disparition et la mort du roi Édouard V et de son frère Richard sont toujours un mystère. Samhain.
Bon, c'est Halloween, donc autant en parler dès maintenant. Mais quelles sont les origines de la fête? Halloween vient d'une fête celtique célébrée il y a plus de 2500 ans en Irlande, en Grande-Bretagne et dans l'ouest de la Gaule. À cette époque, la fête s'appelait Samhain et les Celtes la célébraient durant la nouvelle année qui avait lieu aux alentours du 1er novembre. Cette journée marquait la fin des récoltes, des beaux jours et l'arrivée de l'hiver. Selon la croyance, la frontière avec le monde des vivants et le monde des morts disparaissait. Les Celtes faisaient alors de grandes parades, des bûchers, des prières et des sacrifices d'animaux. On se déguisait pour se cacher des revenants, mais aussi pour les éloigner. Aussi, les habitants déposaient des petites offrandes de nourriture comme des pommes ou du miel devant leur foyer pour apaiser les mauvais esprits. La fin de la fête était marquée par l'extinction des feux pour refermer le portail du monde des morts. Bon, après, Samhain est ensuite remplacé par la Toussaint pour faire disparaître toutes les anciennes traditions païennes vers l'an 835 par le pape Grégoire IV. Mais ce n'est pas pour autant que les célébrations se sont arrêtées. La momie hurlante. Au cours des années 1880, une momie sans nom est retrouvée dans la nécropole royale de Derhelbari, près de Luxor. Très vite, l'inconnu obtient le surnom de momie hurlante. Sa bouche grande ouverte, ses membres crispés et ses pieds croisés nous laissent penser qu'elle est figée depuis sa mort dans une extrême douleur. Il était aussi enveloppé dans une peau de mouton, un symbole plus ou moins impur dans l'Égypte antique. Cette momie est celle de Pentahour, un prince égyptien qui est le fils du pharaon Ramsès III et de l'épouse royale Tiye. Il aurait été âgé de 18 ans au moment de sa mort. Pentahour est célèbre pour avoir tenté d'assassiner Ramsès III pour accéder au trône d'Égypte à la place de son frère. C'est ce que l'on appelle le complot du harem. Mais il semblerait que ce complot ait déjoué trop tard puisque la momie de Ramsès III montre une coupure à la gorge. Bon, on ne sait pas pour autant si c'est bien Pentahour qui a porté le coup fatal. Mais dans tous les cas, il aurait été contraint de mourir par pendaison et sa momification semble avoir été plutôt bâclée. Ah oui, et sa bouche grande ouverte est juste le résultat de l'affaissement de sa mâchoire avec le temps. Où est Marie-Antoinette? On revient le 16 octobre 1793, le jour où Marie-Antoinette est guillotinée sur la place de la Révolution à Paris. On récupère la tête coupée et le corps et sa tête sont placés sur le sol dans un coin du cimetière de la Madeleine. Le cadavre de Marie-Antoinette et sa tête tranchée seraient restés 2 semaines sur le sol du cimetière. Finalement, un fossoyeur décide de placer son corps dans un cercueil, puis il balance de la chaux vive dessus. La reine reste enterrée là-bas jusqu'en 1815, au moment où le roi Louis XVIII ordonne l'exhumation des restes de Marie-Antoinette pour les placer dans un cercueil de plomb pour une nouvelle inhumation aux côtés de son mari Louis XVI. Après avoir retrouvé les corps présumés du couple royal, les cercueils sont emmenés dans la basilique Saint-Denis au cours d'une belle cérémonie. Les cercueils sont d'abord placés dans une crypte de la nécropole, et ils y restent jusqu'en 1975. Car des travaux furent entrepris dans la basilique, et les cercueils sont alors placés sous une dalle noire où ils reposent depuis. Mais comment être sûr que c'est bien Marie-Antoinette qui a été déterrée? On a été creusé à l'endroit désigné par les témoins de son inhumation presque 20 ans plus tôt. Le bois, la terre et la chaux vive ont créé une sorte de voûte protégeant les ossements de la reine qu'on a pu identifier grâce au reste de ses vêtements. Bon, techniquement, seul un test ADN pourrait confirmer que les ossements qui reposent sous cette dalle noire sont bien ceux de Marie-Antoinette. Mais sinon, ça restera un mystère. La mort d'Evelyn McHale. Evelyn McHale est devenue célèbre malgré elle après sa mort. Le 1er mai 1947, cette comptable américaine de 23 ans a sauté de l'observatoire situé au 86e étage de l'Empire State Building. Elle fait une chute de 320 mètres et s'écrase sur le toit d'une voiture. Un jeune photographe, Robert Wiles, passait au même moment et a alors capturé la scène. On y voit Evelyn apaisée et allongée au milieu de la tôle froissée d'une limousine Cadillac sur laquelle elle s'est écrasée. Son corps ne montre aucun signe de traumatisme et elle semble juste endormie, emmitouflée dans des draps. Mais la tôle pliée et le verre brisé montrent pour autant la violence du choc. Elle qui souhaitait juste disparaître de ce monde d'après ses derniers mots et que personne ne voit son corps a justement fait tout le contraire. Cette photo a fait la une des magazines de l'époque et le magazine Life la nommera même le plus beau suicide. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Le photographe spirituel. De nombreuses photos de fantômes commencent à apparaître aux États-Unis dans les années 1860. Le spécialiste du genre s'appelle William H. Mumler, qui parvient à prendre en photo les esprits qui suivent ses clients dans son studio. Il profite justement de l'important nombre de morts durant la guerre de sécession et des familles en deuil. Mumler devient si célèbre que Mary Todd Lincoln vient également dans son studio pour obtenir un cliché de son défunt époux. Donc voilà le genre de cliché que l'on pouvait trouver. Évidemment, c'est clair que c'est un montage et une fraude très bien exécutée.
Le photographe manipulait les négatifs qu'il superposait entre eux et ça donnait ce flou fantomatique. Mais à l'époque, la photographie et les montages sont nouveaux et pas vraiment répandus. Et la seule explication était alors spirituelle et surnaturelle. Mais tout s'arrête pour lui en 1869 lorsque la supercherie est révélée. Mummler repère sur sa photo le fantôme de quelqu'un qui n'était alors pas encore mort. P.T. Barnum, l'homme qui l'a piégé, recrée alors le procédé de Mummler avec un cliché de Lincoln sur sa propre photo. Mummler est alors accusé de fraude et part en procès. Sauf que les preuves manquent et on ne peut pas vraiment accuser le photographe qui est alors acquitté. Mais il ne s'en sort pas pour autant car il parvient difficilement à faire continuer son affaire. Mummler meurt alors pauvre en 1884. Le supplice de Bruno. Brunehaut est une princesse wisigothe devenue reine des Francs durant le VIe siècle. Épouse de Sigebert Ier, un petit-fils de Clovis, elle est connue pour avoir régné durant près de 40 ans sur le royaume franc. Bref, maintenant que les bases sont posées, on avance dans le temps pour assister au terrible dernier jour de la reine. Brunehaut a environ 63 ans et finit par se faire capturer par le roi Clotaire II qui la condamne à mort pour les assassinats de 10 rois francs. La reine subit de la torture pendant 3 longues journées, puis après avoir été obligée de traverser nue une foule de soldats, elle arrive devant son supplice. Un de ses pieds et ses cheveux sont attachés à la queue d'un cheval qui s'élance devant lui. Le corps de la reine est déchiqueté sous les coups des sabots du cheval et contre le sol. Les morceaux de son corps sont récupérés puis brûlés. Bon, cette violence s'explique par la volonté de détruire le corps sacré de la reine pour frapper sa dignité et sa fonction royale. C'était une fin ultra violente. Jack ou lanterne. Pourquoi les citrouilles sont le symbole d'Halloween? Tout part en fait de la légende de Jack O'Lantern. Stingy Jack, un ivrogne irlandais connu pour être un menteur et un voleur, aurait été condamné à errer pour l'éternité dans le monde des vivants pour s'être moqué plusieurs fois du diable. Il obtient quand même un charbon qui brûle éternellement pour se repérer dans notre monde. Il creuse alors dans un navet, puis il place le charbon ardent dedans pour s'éclairer durant son errance éternelle. Plus tard, les Irlandais l'imitent pour éloigner justement les âmes errantes le soir d'Halloween. Lors de la grosse migration irlandaise au 19e siècle en Amérique, la tradition continue mais cette fois-ci avec des citrouilles. Le légume se trouvait en fait beaucoup plus facilement là-bas que les fameux navets. Depuis, la citrouille est devenue la star internationale d'Halloween. Dis-moi si t'es plus team navet ou alors team citrouille. Les exorcismes de Loudun. Cette histoire se passe dans les années 1630 dans le couvent des Ursulines de Loudun. Les sœurs Ursulines commencent par voir des fantômes et à entendre des voix. Puis tout dégénère très vite étant donné que tout le couvent commence à souffrir de possession diabolique. Certaines sœurs ont des convulsions, d'autres font des grimaces, crient et insultent Dieu. D'autres bonnes sœurs arrêtent de s'alimenter et courent à demi-nues en grimpant aux arbres. Très vite, tout le couvent semble contaminé et voir le même fantôme. Après des interrogatoires et des dizaines d'exorcismes étalés sur plusieurs mois, on accuse le curé du village, Urbain Grandier, qui aurait tenté de séduire tout le couvent. Les sœurs font des rêves olé olé avec le prêtre dedans et la seule explication logique est bien la sorcellerie ou alors un pacte avec le diable. Urbain Grandier est alors arrêté et torturé. On retrouve même des documents qui auraient été signés par le prêtre et par des démons. Même s'il clame son innocence, il est condamné à mort et brûle sur un bûcher en août 1634 devant 6000 personnes. Aujourd'hui encore, on ne sait pas si Grandier a écrit ou signé ces documents ou s'il a été piégé. Mais on sait que le prêtre était pas mal détesté par sa communauté qui a multiplié les procédures judiciaires envers lui étant donné qu'il avait eu des relations avec plusieurs femmes. Il était aussi tolérant avec les protestants et opposé au roi Louis XIII et à son premier ministre Richelieu. Pour certains historiens, il y a de fortes chances qu'il a été piégé par tous ses ennemis et qu'ils auraient alors manipulé les croyances populaires à des fins politiques et religieuses. Le cannibale français. On connaît Jeffrey Dahmer, le célèbre cannibale américain. Mais est-ce que tu savais qu'un cannibale avait terrifié la France en 1824? Antoine Léger a terrifié le département de la Seine-et-Oise. Ce jeune homme de 29 ans avait décidé de vivre loin de la société. Il vivait dans les bois et près d'une grotte. Il se nourrissait de lapins crus et buvait dans les flaques d'eau. Oui, dit comme ça ressemble un peu à Gollum. Mais sa fin va avoir raison de lui. En août 1824, il aperçoit Aimée Constance de Bully qui se promène près de sa grotte. Il arrive par derrière, l'étrangle et la tire vers sa cachette. Antoine souillera le corps d'Aimée de la pire des façons, puis il mangera une partie de son corps, dont son cœur. Heureusement, il sera arrêté puis condamné à mort lorsqu'on retrouve le cadavre de la jeune fille quelques jours plus tard. Le crime a tellement choqué que certaines personnes diront que c'était un loup-garou. Il meurt guillotiné le 30 novembre 1824 à Versailles. Les voleurs de corps. Bon, le vol de corps, ça existe depuis des siècles, mais c'est vrai que les cimetières du Royaume-Uni ont connu pas mal de pertes. Entre le 18e et le 19e siècle, l'Angleterre et l'Écosse sont confrontés à des vols de cadavres dans les cimetières.
Les corps étaient en fait volés pour être vendus à des universités pour être disséqués. Donc les voleurs étaient souvent des étudiants en médecine ou plus simplement des personnes qui souhaitaient se faire de l'argent. Bon, en franglais, on appelle ces voleurs des résurrectionnistes. Et la pratique était répandue car même les familles les plus pauvres vendaient les corps de leurs propres morts. Même si ça a permis de faire évoluer la médecine, ça reste pas vraiment éthique pour les personnes qui viennent de mourir, mais aussi pour les proches qui se retrouvaient face à un cercueil vide. On a alors tenté de compliquer la tâche des voleurs en plaçant des objets sur les tombes. Aussi, on engage encore plus de gardiens dans les cimetières qui se regroupent alors dans des tours de garde. Mais ce qui sauvera les morts, c'est la mise en place de mort safe. On va tout simplement poser une énorme pierre au-dessus des cercueils, ou bien poser ce genre de grille en fer pour protéger les morts des vivants. L'Anatomy Act de 1832 permet aussi de ralentir le nombre de vols en autorisant aux chirurgiens d'obtenir des corps plus facilement. Mais les vols ne s'arrêteront finalement pas avant la fin du 19e siècle. Candyman. Bon, on l'a vu, la tradition des offrandes de nourriture à Halloween date d'il y a plus de 2500 ans. Les pommes et les morceaux de pain se sont peu à peu transformés en confiserie. Et c'est depuis le 20e siècle que les enfants demandent alors des bonbons durant la nuit du 31 octobre. Sauf que selon certaines rumeurs, la chasse aux bonbons ne serait pas si safe que ça et des personnes mal intentionnées empoisonneraient les bonbons des enfants. Mais est-ce que ces rumeurs sont vraies? Cette psychose des bonbons empoisonnés viendrait en fait d'un cas réel arrivé le 31 octobre 1974 au Texas. Ronald O'Brien a donné des bonbons au cyanure à 5 enfants, dont son fils de 8 ans, qui perdra la vie au cours de la nuit. Par chance, les autres enfants n'ont rien mangé. Le tueur que l'on surnomme par la suite Candyman venait de souscrire à une assurance vie pour ses enfants et souhaitait en toucher l'argent. O'Brien est jugé coupable et meurt exécuté par injection létale en 1984. Les revenants de la Rome antique. Les fantômes, ça existe depuis bien longtemps et on a déjà pas mal de témoignages de leur apparition dès l'Antiquité. Au-delà de certaines apparitions liées à des figures mythologiques, on a aussi des cas d'apparitions fantomatiques. On expliquait ces fantômes à une mort non voulue comme une mort trop jeune ou alors à un assassinat. Mais un mauvais entretien d'une sépulture ou des restes d'un mort pouvait aussi mener à l'apparition de celui-ci. Le fantôme de l'empereur Caligula aurait hanté le lieu où il aurait été assassiné, mais aussi le lieu où son corps aurait été brûlé dans les jardins de Lamia à Rome. Le fantôme de Galba traumatisait et suivait l'empereur Othon après qu'il ait ordonné son assassinat en janvier 69. Néron était lui aussi hanté par le fantôme de sa mère Agrippine qu'il avait fait assassiner. Ces témoignages sont véridiques, mais on ne sait pas si ces apparitions spectrales sont réelles pour autant. Mais par contre, elles fournissent des infos super intéressantes sur le rapport aux morts et sur le folklore fantomatique durant l'Antiquité. La malédiction de la momie. Le 29 novembre 1922, l'archéologue Howard Carter pénètre dans le tombeau scellé du pharaon Toutankhamon. Bon, on le sait, un sarcophage et un trésor incroyable sont retrouvés ce jour-là. Ensuite, une terrible malédiction aurait été jetée aux personnes ayant troublé le repos éternel du pharaon. 27 personnes en seront victimes. Pourtant, des avertissements auraient été lancés avant l'ouverture du tombeau lorsque le canari d'Howard Carter est dévoré par un cobra. Cobra qui est un des symboles de protection du pharaon. Ça, c'est la fameuse légende. Mais dans les faits, que s'est-il vraiment passé? Finalement, ça n'a pas vraiment changé et tout part de la presse qui suit les morts et tente de les relier de façon mystérieuse. Les journalistes inventent même une phrase qui aurait été gravée sur l'entrée du tombeau. La mort touchera de ses ailes ceux qui profaneront ce lieu. Ouais, là on est sur une bonne fake news. Et même si certaines morts sont étranges, comme Lord Carnarvon qui meurt d'une infection provoquée par une piqûre de moustique, les autres décès ne sont pas vraiment extraordinaires quoi. Certains sont morts de vieillesse, d'autres d'un accident, et certains mettront fin à leur jour. Aussi, certaines personnes n'ont même d'ailleurs jamais pénétré dans le tombeau. Par contre, une des morts qui revient le plus souvent est la pneumonie. Les scientifiques supposent que l'origine de la maladie viendrait des particules de moisissure allergènes causées par la décomposition de la nourriture laissée en offrande au pharaon. Mais bref, dans tous les cas, cette histoire reste passionnante et inspirera de nombreuses fictions. Bon, c'était la dernière anecdote. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ton avis sur ce format. Like, commente et partage. Joyeux Halloween, c'était LVH, à la prochaine!